Bonjour à tous, salam alaikum. Azul Tawon, Amitié. Alors, on commence donc. Merci pour la présentation et l'introduction. Donc, effectivement, je me présente donc rapidement. Amin Ahmoudi, donc je suis actuellement Marketing Communication Manager chez Microsoft. Avant ça, j'étais donc le chef de projet web et digital chez Black Studio, donc tout ce qui était développement mobile et web et logiciel en général. Avant ça, j'étais Interactive Developer, donc je faisais ça, la même chose, sauf que tout seul, en mode consultant. Et je suis aussi, parmi d'autres choses, un peu entrepreneur, un peu photographe amateur, filmmaker très amateur et aussi web enthousiaste, c'est un geek qui s'assume tellement. Voilà, donc ça c'est un petit peu la version officielle du CV. Okay. Mais aujourd'hui on va en parler certainement, mais je vais en parler aussi de la face cachée du CV. La face cachée qui contient beaucoup d'échecs. Donc on parle aujourd'hui des échecs. Alors, pourquoi parler de ces parties-là? D'abord parce que je n'ai pas les succès des films magiques, déjà. Vous avez eu les entrepreneurs aujourd'hui, il y avait M. Slim, donc qui a des exemples de succès fulgurants. Et je n'ai pas aussi non plus les échecs les plus terribles. Dieu merci. Sinon, ça serait grave. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont mes leçons. C'est les leçons que j'ai apprises moi-même. C'est facile de théoriser, mais le plus important, c'est de connaître, d'apprendre ces leçons soi-même. On y reviendra un peu plus tard. Donc, je disais que c'était un petit peu les miennes et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Mais surtout, c'est des leçons que j'aimerais me répéter moi aussi avec vous aujourd'hui en public. Alors, juste petite notification, ces leçons ne sont absolument pas des règles générales. Il n'y a pas de recette magique malheureusement. Et comme je disais, ce sont my ongoing lessons. Ce sont donc des leçons que j'apprends moi toujours au fur et à mesure. Parce que au fond c'est une journée, ce n'est pas une destination, mais c'est le parcours qui compte le plus. Voilà, donc je parlais d'un petit projet. C'était my first business. J'avais 19 ans. J'ai lancé mon premier business, qui était une vidéothèque. Oui, et une salle de PlayStation. Dans un des quartiers les plus chauds de la capitale. À nommer Soustara, CDB, Spa, pour ceux qui connaissent. Donc, où j'avais pour clients des grands-parents de la drogue, des grands qui étaient des clients sympas, il y avait des fois. Et donc c'était une expérience que j'avais lancée avec deux associés, deux amis, enfin associés, si on veut des copains de la fac à l'époque, et c'était un échec cuisant. Mais force, fort, fort. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur les différentes leçons de ce projet. Et un peu de temps plus tard, donc je disais que c'était déjà un big time fail. Et un peu plus tard, donc à 22 ans, je me suis lancé dans le BTP. Peut-être de rien. C'est un gars, les entrepreneurs. Quel est faire là? Et donc, j'avais aussi essayé dans le bâtiment, c'était dans la ville de Constantine, ma nouvelle ville. Donc, ceux qui connaissent Ali Menjdi ou Ali Conjuri, qui connaissent votre secteur. Et c'était pareil, big time fail. Alors, avant de parler de ce que c'est, d'abord il faut définir what's failure and success. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que l'échec? Mais qu'est-ce que l'échec pour vous? C'est le plus important. Parce qu'au fond, chacun ses ambitions, chacun ses baromètres, et chacun, et généralement, des fois, on est très dur avec soi, mais il faut avoir ses propres critères. Et la première leçon à apprendre, c'est learn your lessons. Apprenez les leçons. Sérieusement, apprenez vos leçons. Parce que c'est pas évident, et on se retrouve, surtout en Algérie, à rencontrer toujours les mêmes difficultés.
toujours répéter un petit peu les mêmes erreurs. C'est pas évident, je comprends, mais il faut apprendre vos leçons. Alors, quelles sont les leçons à apprendre? D'abord, pour moi, enfin, encore une fois, ça ne concerne que moi, il y a deux sortes de grandes leçons ou de grandes thématiques à étudier. D'abord, vous-même, les leçons sont vous-même, et ça c'est le plus important, et aussi, après, apprendre le jeu. Quand je dis le jeu, c'est-à-dire le travail, la carrière, le succès, ce que vous visez, ou ce dont vous avez peur, hein, que je vois. Là, c'est je prends la peur, donc, la première partie, qui est Know Yourself. Donc, s'il y avait une seule chose à retenir de ce talk, c'est cette partie-là. Know Yourself. Apprenez à vous connaître vous-même. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Bouddha qui avait une citation et qui disait la plus grosse découverte qu'on peut faire dans sa vie, c'est la découverte de soi-même. Pour faire cela, il faut vous faire une introspection pure et crue de vous-même. Introspection, c'est-à-dire s'analyser soi-même à l'intérieur et savoir comment on fonctionne et savoir quelles sont ses propres valeurs et son mode de fonctionnement. Et parmi les choses dont vous devez sortir avec votre introspection, c'est what fuels you. À quoi vous carburez? Je ne parle pas de cocaïne ou de café. Mais qu'est-ce qui vous fait carburer? Sérieusement, vous-même. Allège, parce que ça changera tout le temps. On vous parle tout le temps de la passion. Il y a une citation très très connue de Confucius qui dit choisissez un travail que vous aimez et vous n'allez jamais travailler un jour de votre vie. Donc on met choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Alors, c'est une citation très controversée dans le domaine de la psychologie et de la sociologie professionnelle. C'est une citation très cliché et qui n'est pas très véritable à l'èche, parce que, encore une fois, un travail est un travail. Alors, quelle que soit la passion, même si vous choisissez votre passion préférée comme job, ça sera toujours un job. Vous avez déjà les meilleurs de moi, mais de toute façon, ça va devenir un job. C'est-à-dire, si vous avez des boss, vous aurez, ou si vous avez des clients, parce que si quelqu'un vous paye, vous avez soit des boss, soit des clients. Et les clients sont des boss aussi. Vous avez des deadlines, vous avez des obligations. Donc, tôt ou tard, ça devient un job, et avec des parties que vous n'aimez pas faire forcément, mais c'est très important d'avoir la passion. Mais, encore une fois, what fuels you? À quoi vous carburez? Parce que ce n'est pas que le job qui compte, mais il faut que vous découvriez ce que vous aimez vous-même. Donc, c'est discover yourself. Et ça, c'est très important parce que ce que je peux vous assurer, ce dont je suis certain, c'est que vous ne vous connaissez pas assez bien. Ça, je peux le dire parce que je peux le dire de moi-même, et parce que vous ne pouvez pas savoir de quoi vous êtes capable tant que vous n'avez pas encore essayé. Il faut absolument essayer. Je vous parlerai un petit peu de mon expérience, donc les petits projets, les petits échecs cuisants que j'ai passés. Par exemple, l'expérience de la petite bibliothèque là, au Fabrice Star. Et là, j'ai découvert que je pouvais bosser, que j'étais ce qu'on appelle, ce qu'appellent les Américains un workaholic. Donc, un travail, enfin, ça vient d'être alcoolique, c'est-à-dire les gens drogués au travail. Je pouvais être un workaholic, je pouvais bosser beaucoup. C'était une bonne nouvelle dans un sens, mais pas forcément, pas tant que ça. Et après, dans le projet du bâtiment, j'ai aussi découvert que je pouvais être dur, quelqu'un de dur. Mais comment être surtout commencer par l'hostilité? Parce que c'est un domaine, quand on a quitté les Algériens, on chaque fois les mais la première fois sympa, deuxième fois troisième fois je retiens. J'ai appris aussi que je tiens la troisième fois direct. Parce que c'est un domaine qui demande aussi. Et depuis que j'ai rejoint Microsoft, alors là, je ne peux même pas enfin, tout énumérer de toutes les expériences que j'ai apprises depuis que j'ai rejoint Microsoft, parce que chez Microsoft, on joue un petit peu à tout. Je suis marketing manager, mais je joue aussi au PR, je joue aussi au financier. Des fois, je joue au juriste. Et parfois, donc comme je disais encore une fois, vous ne savez pas vraiment à quoi vous carburez. Vous avez des passions, mais en cours de route, vous allez découvrir d'autres passions. Il y a quelques semaines, j'ai dû jouer au juriste, où j'étais chez un grand partenaire qui devait sponsoriser un événement avec nous. Et j'étais seul face à 3 avocats pendant une semaine, une très grosse boîte, à négocier un contrat. Allez-y, je suis marketing manager et négocier des clauses où les 3 juristes. Je jouais au juriste et la seule expérience que j'avais, c'était les séries The Good Life ou
Parce qu'une fois qu'on a la logique du droit anglo-saxon, ça sert. Surtout que les contrats de Microsoft sont très bien ficelés. Pour vous dire la petite anecdote d'ailleurs, un problème est dérangé, cette entreprise-là disait pourquoi c'est cité, vous ne pouvez pas ramener des animaux à l'événement. Par exemple, si vous voulez ramener un tigre, vous ne pouvez pas. Eh bien c'est comme ça, c'est Microsoft. Et c'est par expérience. Et croyez-moi, c'est par expérience. Et une grosse entreprise comme Microsoft, on y voit beaucoup de choses, surtout sur 200 pays. Bref, donc, deuxième, ce qui suit directement cette idée, c'est un concept très connu dans la culture anglo-saxonne qui dit « Get out of your zone of comfort ». Sortez de votre zone de confort. Vous le trouverez dans tous les livres de personal development parce que, encore une fois, c'est facile de rester dans un job avec une paye bien stable et de ne pas sortir de la zone, mais vous allez rater beaucoup de choses à côté. Il faut toujours essayer. Comme je vous disais, la petite expérience dans ces différents boulots, surtout chez Microsoft, où c'était complètement, je suis développeur à la base. Moi, je sais parler de code, je sais parler à la machine, il y a une réponse. Et je me suis retrouvé à faire des choses à côté, à faire du marketing, du PR, du financier, du joueur au juriste. Et je dois vous avouer que j'ai adoré. Franchement, il y a des sports, la partie financière, pas beaucoup. Mais les autres parties, il y en a que j'apprécie beaucoup, mais il y a des gens aussi qui aiment la finance dans le monde, qui aiment l'audit, qui aiment la fiscalité. Donc encore une fois, vous ne savez pas ce que vous aimez forcément tant que vous n'avez pas encore essayé de le découvrir. Un autre point, c'est don't lie to yourself. C'est très important. À l'âge, c'est pour pouvoir assumer tous les échecs. Parce qu'il faut essayer, il faut toujours avancer. Quel que soit, que ce soit les études, que ce soit le business, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on aille balik. Why are you in it? Est-ce que tu y es pour l'argent? Est-ce que tu y es pour la célébrité? Est-ce que tu y es pour, je ne sais pas, généralement, moi personnellement, je carbure au challenge, donc j'adore faire face au nouveau challenge. Et j'adore le sentiment d'accomplissement qui vient après. Donc ça dépend, chacun à quoi il carbure. Donc encore une fois, know yourself, discover yourself, know what fuels you, et get out of your zone of comfort, et surtout don't lie to yourself. Don't lie to yourself, j'aimerais aussi vous donner, il faut être dur avec soi-même. Pas trop dur, mais il faut être au maximum. Vous découvrirez la ligne rouge Wahed Coach. Et je vais vous donner juste un exemple. Il y a cette aberration qu'on dit I don't have time. Techniquement, c'est faux, ça n'existe pas, personne n'a le temps. On n'a que 24 heures par journée, je vous dis, vous êtes heureux. C'est aussi simple que ça. Donc au final, c'est une question de priorité. Donc quand tu bouges à la il y a des gens qui demandent tout le temps des aides, tu fais les services, il faut trouver la disponibilité quand je peux. Mais pour être très honnête avec toi, c'est une question de priorité. Pour l'instant, c'est-à-dire que je n'ai pas de temps à dédier pour en faire une priorité. C'est dur, pour soi-même, c'est dur surtout quand il s'agit de la famille, quand il s'agit des amis, mais il faut le faire. Il faut toujours être lucide, même si vous ne le dites pas aux gens, mais au moins sachez-le avec vous-même. Donc, don't lie to yourself. Et d'un autre côté aussi, peut-être qu'il faut, ça marche avec moi, c'est trick yourself. Vous l'avez mon là? Voilà. Ça aussi, ça peut marcher. Et ce n'est pas tout à fait antonyme ça ne veut pas dire forcément se mentir à soi, mais c'est surtout savoir, donc une fois que tu as une fois que tu as le défaut en être conscient, c'est vrai que c'est la moitié de la solution, mais ça ne veut pas dire que vous allez claquer les doigts et que vous allez régler vos problèmes. Il a intervenu, ça aide, il a dit que le gosse pas, il a dit que ça va être mais après, il faut savoir, quand je dis et comment vous adapter, comment prendre donc, profit de vos défauts et de vos capacités et essayer encore une fois, to trick yourself pour to get things done, pour avancer. Donc ça aussi, c'est assez important, parce qu'au final, l'échec, la réussite, tout ça ne s'agit que de vous au final. C'est votre mental qui doit être assez solide, et c'est votre mental qui doit résister. Et d'ailleurs, une technique aussi, pour moi c'est très important, c'est keep yourself inspired. Moi je suis encore une fois un guide qui s'assume, donc généralement, pour m'inspirer,
il vous faut des histoires d'échecs, comme des histoires de réussite. Et le plus beau, c'est que les plus gros échecs viennent des gens qui ont eu les plus grosses réussites. Je vais vous parler d'un exemple, par exemple, déjà. Là, vous avez les deux Steves, donc Steve Jobs et Steve Wozniak, donc les fondateurs de Apple. Une magnifique histoire à connaître absolument, surtout celle de l'échec de Steve Jobs qui se fait virer de sa propre boîte par un mec qu'il a lui-même recruté, insisté à recruter. Il revient des années après pour faire de Apple ce qu'elle est aujourd'hui. Donc une histoire d'échec et de réussite très inspirante. Il y a aussi donc Paul Allen et Bill Gates, donc mon big boss. Et aussi Microsoft, donc une histoire très inspirante d'échec et de réussite. Il y a aussi Larry Page et celui qui vient dans Google. Pour ceux qui connaissent l'histoire, tous les projets qu'ils ont lancés, tous les projets qui ont échoué, dont on n'entend pas parler forcément, et qui sont aussi d'excellents exemples d'échecs et de comment les surpasser. Une autre leçon aussi, c'est forget your pixel perfect world, pixel perfect mind. Que cela veut dire quand j'étais développeur et chef de projet, je travaillais principalement dans le domaine de la pub. Dans la pub, donc, et dans le graphisme généralement, dans le design, il y a cette expression qu'on appelle pixel perfect. C'est-à-dire créer un site web, une application, un logiciel qui soit à la perfection du pixel, où chaque chose est à sa place. Et ce n'est pas évident dans le monde, parce que le monde, encore une fois, ça c'est du soft, ça c'est du code, ça c'est des mathématiques, mais le monde ne peut pas être pixel perfect. Donc arrêtez d'essayer d'avoir de tout à la perfection. Comme on dit, perfect is the enemy of good. Donc ça aussi, c'est une leçon à retenir. Et aussi, donc essayez de bien concentrer vos efforts et prioriser un target impact. Parce que des fois, on se perd à gérer des petits détails qui n'ont pas, au final, un si gros impact sur nos projets ou sur nos objectifs. Donc concentrez-vous, priorisez, mettez votre énergie là où il y a le plus d'impact. Et là aussi, ça c'est un point aussi très très algérien. Donc, avoid the planning trap. هذا زي ما نحبوا نديروا نحبوا نديروا استراتيجي ستراتوسفيريك les mais on ne commence pas par mettre la première pierre, par faire le premier pas. Il faut éviter ce planning trap. On essaye comme un architecte de tout dessiner à l'avance, de faire un plan parfait avant de commencer. Ce n'est pas forcément le cas, ça marchera de toute façon pas. Alors, d'ailleurs, il y a un exemple qui m'inspire beaucoup. Qui connaît cette personne? Ah, exactement. Donc, c'est George R.R. Martin, et qui est donc le créateur de Game of Thrones. Donc, vous l'avez reconnu très vite. Et pourquoi George R.R. Martin? Parce qu'il a une histoire très inspirante. Parce que c'est un monsieur qui a aujourd'hui 65 ans, et donc pourtant la carrière n'a démarré qu'à peine une décennie ou un peu plus auparavant, à la sortie du premier tome du livre de Game of Thrones, donc en 87 je crois. Et c'est un monsieur qui a eu beaucoup d'échecs avant, qui était producteur sur Beauty and the Beast, donc la BLB, un échec cuisant à Hollywood, qui a travaillé sur Project, je crois, Twilight, pas le film, mais un ancien thriller psychologique des années 80. Et bref, c'est une histoire très intéressante que je vous encourage beaucoup à aller découvrir. Et Martin donc, avait un concept assez intéressant pour décrire les gens, comment ils attaquent, généralement les écrivains, comment ils attaquent leur projet. Donc il les a classifiés en deux, l'architecte et le jardinier. Donc il y a l'écrivain architecte qui planifie le tout, et je crois que c'est un modèle qui s'applique un peu partout, sur tous les autres domaines, mais surtout les Algériens qui aiment bien les architectes. Ils ne font pas plus de jardiniers. Donc généralement il n'y en a pas un qui est 100% architecte ou 100% jardinier, mais c'est là que vous l'aurez compris, l'architecte qui planifie le tout, il ne commence pas à mettre la première pierre avant d'avoir terminé le dessin. Et le jardinier, donc il plante, il ne sait pas, il y a beaucoup de paramètres, il y a le sang, le soleil, il y a le vent, il y a l'eau, donc il y a beaucoup d'argent dedans, donc il avance au fur et à mesure, il améliore ses projets. Et lui-même, donc George R. Martin, donc, quand il écrit Game of Thrones, c'est un chef-d'œuvre, vous le savez tous, j'imagine,
et pourtant, il y a beaucoup d'erreurs dedans. C'est-à-dire que lui, d'ailleurs, il raconte une histoire où dans le premier tome, un personnage, il avait mis aux yeux bleus, et dans le deuxième tome, il a transformé aux yeux verts, parce qu'il a tout simplement oublié. Et là, il y a 500 femmes qui lui tombent dessus. Non, mais ses yeux étaient bleus, comment tu fais, machin? Il y a le gars qui sera comme si il a tué les gars, il sera. Et donc, dans le temps suivant, il a dû dire que ses yeux étaient ni bleus ni verts, qui changeaient selon machin. Bref, on veut dire que, encore une fois, ce sont des histoires très intéressantes, donc si vous voulez vous inspirer d'histoires d'échecs et de succès. Donc c'est ça un petit peu, ça c'est le premier, je vais aller plus rapidement, donc ça c'est le premier temps de Know Yourself. Deuxième partie, c'est Know the Game. Encore une fois, comme je dis, le game se réfère, que ce soit à votre travail, que ce soit à votre projet, entrepreneuriat, ou quel que soit le projet que vous voulez accomplir. Et par know the game, you can't know the game until you play the game. C'est très simple. Il faut jouer le jeu pour l'apprendre. D'ailleurs, il y a une citation que j'adore d'Albert Einstein qui disait « La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. » Parce que je peux très très bien maintenant commencer à philosopher et à stratosphérer et vous parler de théories du mind, de social engineering et de emotional intelligence et de comment toutes les structures psychologiques qui vous permettent de surpasser l'échec, machin chouette. Mais tout ça, au final, ce n'est que de l'information trouvée dans des livres. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez vous-même. Donc oui, c'est intéressant d'éviter les erreurs des autres, parce que c'est les meilleures erreurs dont on peut apprendre parce qu'elles ne coûtent pas beaucoup. D'ailleurs, en fait, il se trouve que j'ai été coach dans la plupart des startups week-end algériens. Pour ceux qui ne connaissent pas, startup week-end, c'est un concept, on crée une startup en 4 ans. Et beaucoup me demandent, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je lance directement en boîte après la fac? Ou est-ce que je devrais travailler, avoir un job d'abord? Ce que je réponds généralement, ayez un job d'abord. Parce que de toute façon, tu vas faire des erreurs. Mais fais payer des erreurs par les autres. Après, je commence en méthode de capital. Même chez les gars, il y a des jeux de capital, tu vas faire des erreurs, ils vont payer eux, quand ça tu apprendras, le jour où tu lanceras ton projet, tu les referas pas. Mais, encore une fois, il faut jouer le jeu. Que ça soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat, il faut jouer le jeu, whatever it is for you. Donc, encore une fois, juste pour faire un peu plus, mettre un peu plus de focus sur ce point-là, c'est important de connaître la théorie, c'est important de lire des livres parce que ça nous donne des outils intellectuels qui nous permettent de comprendre les situations comme ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, avant de rejoindre Microsoft, je m'intéressais beaucoup au sujet des grosses structures, des grosses multinationales, comment ça fonctionne, ce qu'on appelle les influence maps, ce qu'on appelle les structures formelles et informelles du pouvoir, et tout un tas de théories sur comment marchent les multinationales. Mais je n'ai, dès que je suis entré dedans, ça a été totalement un nouveau monde pour moi, et j'ai redécouvert un petit peu tous ces concepts-là. Donc encore une fois, même si vous connaissez la théorie, c'est bien de la connaître, mais il faut la pratique, il faut sauter dans le bain et découvrir les choses vous-même. Donc, again, learn your lessons. Mais plus important aussi, là c'est un aspect, un conseil qui a plutôt bien marché pour moi, c'est be data-driven. C'est-à-dire, à chaque fois que vous entreprenez des projets, essayez de garder trace, garder l'autre. Parce qu'on a tendance à oublier. Malgré des erreurs, généralement pour ne plus répéter une erreur, il faut qu'elle se fasse un peu plusieurs fois. Mais essayez de garder, de keep track, donc pour découvrir un petit peu toutes les erreurs et découvrir un petit peu votre évolution. D'ailleurs, personnellement dans ma carrière, j'avais plein d'échecs un peu partout, mais la partie où il y avait le moins d'échecs, c'est la partie où je travaillais en développeur, en chef de projet, où le travail était lui-même le développement. Le development jobs étaient ceux qui avaient le moins d'échecs. Pas forcément parce que j'étais un excellent développeur, je pense que je me débrouille bien, mais surtout parce que le développement est méthodique. Attention, le développement n'est pas une chose exacte. Le software engineering est une activité très créative, mais qui est très méthodique. Donc je me dis qu'il vaut mieux peut-être be methodic from your side. Et quel serait le secret de ce faible taux d'échec, ne serait-ce que technique? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Donc l'agilité.
D'où le titre donc, de la présentation, qui est Embrace Failure with Agility. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour l'agile? On va finir rapidement sur ce point. Donc, l'agilité, c'est une méthode de développement informatique. Ça ne va pas être dit, je vous assure, mais je vais vous expliquer très rapidement. Il y a le Waterfall vs Agile. Donc, qu'est-ce que l'agile? Avec la révolution du 19e siècle et la révolution industrielle, donc le développement de produits physiques a toujours eu donc, un système de waterfall, donc de chute. Donc c'est un système en cascade. Dès qu'il est terminé, c'est terminé. On a l'idée du produit, on fait des prototypes, on fait le design, on fait la fabrication, on fait l'emballage et on envoie la distribution, c'est réglé. Le développement logiciel aussi, au départ, a suivi le modèle waterfall. Et donc, au départ aussi, le logiciel s'est développé comme ça. On découvrait un petit peu les besoins du marché. Après, on faisait le design, le technical design, donc la conception de la solution. On l'a développé, donc on faisait du coding et du testing. Et on finissait par livrer aux clients. Mais l'informatique, sa puissance est qu'elle est virtuelle. Il y a aussi cette capacité, on a découvert par là, cette capacité de faire des itérations. Donc pas forcément d'aller dans ce modèle de développement qui était le plus appliqué durant toutes les décennies 70-80, un petit peu 90, mais aussi c'est jusqu'aux années 90 que est sorti le Agile Manifesto qui parle de cette méthode-là où on est en permanente itération, où on avance. Donc je me dis, peut-être qu'on peut appliquer ce modèle aussi sur nos expériences nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est connu de toutes les startups de la Silicon Valley. D'ailleurs, le motto le plus connu est celui de Facebook, qui dit « Move fast and break things ». Ça a toujours été la philosophie des développeurs de Facebook, qui est appliquée aussi par Apple, par Google, par Microsoft, par toutes les grosses compagnies, toutes ces grosses startups, parce qu'une startup est connue par sa capacité de grossir très vite. Et quand on grossit très vite, on n'a pas le temps de corriger les erreurs, mais surtout, on doit être efficace, on doit survivre. On ne doit pas être victime de ce grossissement. Et donc, ils ont cette culture-là de move fast and break things. Et d'ailleurs, encore mieux, et ils ont même, they embrace this failure culture à un point où ils ont ce qu'on appelle dans San Francisco le FailCon. Donc, Fail Conference. C'est une conférence spéciale, on ne parle pas de success story. C'est un petit peu comme une année aujourd'hui, mais c'est une conférence dédiée uniquement aux échecs, aux gros échecs. Et donc, je vous le conseille très, très vivement, donc notez-le. FailCon, vous allez avoir des histoires mais vraiment incroyables, et même de projets qui sont très successful, mais qui sont passés par de gros échecs aussi. Donc, la grosse leçon à itérer de cette agilité-là, c'est to iterate, donc itération. Étirez, allez-y, revenez, cassez, refaites, apprenez, parce que c'est comme ça que vous vous préparez. Et pour finir, j'adore cette citation de Sénéca, donc un philosophe romain, qui disait like is what happens when preparation meets opportunity. Donc la chance, on appelle le zhar, c'est ce qui se passe quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est-à-dire, chance. Si l'opportunité vient et que vous n'êtes pas prêt, ça ne servira à rien, l'opportunité partira. Mais si vous êtes préparé et vous êtes chez vous et que vous ne bougez pas, vous ne trouverez jamais l'opportunité. Alors encore une fois, travaillez, avancez, cassez, apprenez, pour que le jour où l'opportunité viendra, vous soyez prêt. Merci à vous.